un petit mon son tel qu'il est. Allô, allô. Ah. Le Crédit Agricole vous présente le Mac du Salon. Et bonjour à tous, allez ça y est, c'est parti pour le premier numéro du MAG en direct du Salon international de l'agriculture sur Campagne TV, bien évidemment. Alors aujourd'hui, pour cette première, on va parler des beaux quartiers. Ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pourrez penser. Un coup de cœur également sur les banques alimentaires qui sont présentes depuis très très longtemps sur le Salon de l'agriculture. Un gros plan sur l'arrivée des stars du Salon. Non, ce n'est pas vous, Jacques. Attention, ce sont les animaux, bien évidemment. Et puis aussi, on fera la connaissance de Morgane et Lina, nos deux petites envoyées spéciales. Le tout en très très agréable compagnie puisque nous recevons un ami de Campagne TV. Il est à la barre de Terre de France, un magazine de découverte des régions sur notre chaîne. Il se définit comme un journaliste un peu animateur et un animateur très journaliste. Bonjour Jacques Legros. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Mais bien, je suis ravi d'être dans ce salon. J'ai envie de dire, venez plus nombreux encore cette année, parce que l'agriculture a besoin de vous. Besoin qu'on fasse un peu la fête ici. Oui, alors plus de 600 000 visiteurs chaque année. Est-ce qu'on va battre le record? On l'espère. J'espère. En tout cas, vous êtes les bienvenus au salon et puis sur notre chaîne, sur notre plateau, puisque c'est tous les jours en direct à partir de 17h40, le direct. Alors moi, je suis comme ça aujourd'hui. J'ai les chocottes parce que c'est mon premier direct. Vous, Jacques, bien sûr, avec le JT de 13h de TF1, le direct, c'est les doigts dans le nez, quoi. C'est jamais les doigts dans le nez. Le direct, c'est toujours un exercice d'équilibriste. On a beau le préparer, mais en même temps, c'est un numéro de grand orchestre. C'est-à-dire que tous les instrumentistes connaissent très très bien et leur instrument et la partition. Donc on s'appuie sur une équipe qui est quand même de pas loin de 150 personnes, dont une cinquantaine autour, et mais chacun connaît tellement sa partition que on n'a même plus besoin de se parler. Parfois, un regard, un geste, un froncement de sourcils, et voilà, on a tous compris. Bon, de la virtuosité donc. On n'est pas 150 là derrière la caméra chez Campagne TV, mais il y a une belle équipe qui nous suit bien évidemment. Je ne sais pas quelle partition on va jouer tous les deux. On va essayer de jouer quelque chose un petit peu jazzy, qui swing. Oui, et puis un peu enthousiaste, positif, avec une vision aussi, parce que je pense qu'on a besoin de vision dans tous les domaines, et notamment dans celui de l'agriculture. Moi, j'ai une définition d'agriculture. Quand on a créé Ushuaïa TV, j'avais imaginé de décliner terre, terrain, terroir, pays, paysage, paysan. Parce que l'agriculture, c'est aussi nos paysages. C'est aussi, sans agriculteurs, la France ne serait qu'un désert et des villes. Aujourd'hui, on a une campagne magnifique. La France reste le plus beau pays du monde. Quand on voyage beaucoup, on se le dit à chaque fois. Et c'est grâce aux agriculteurs. Ne l'oublions jamais, jamais. On les salue bien sûr, nos amis agriculteurs. On va être avec eux tout au long de ce magazine et de tous les programmes de Campagne TV. Terre de France, c'est ça aussi en fait. Voilà, vous allez dans les régions, vous nous faites découvrir ce patrimoine et ces hommes et ces femmes. Oui. C'est la proximité décomplexée. C'est-à-dire que la télévision, c'est toujours quelque chose d'un peu lourd, d'un peu guindé, d'un peu institutionnel. On n'arrête pas de me dire attention ta cravate, attention t'as une mèche qui est moi. C'est vrai. Et moi j'ai envie d'avoir les mèches comme ça, mais bon attention alors bon. Alors que là on est au naturel, on est comme on est, on va à la rencontre des gens et cette rencontre elle se fait vraiment sur le mode spontané. Et moi je les connaissais pas avant de les rencontrer et j'ai envie de les découvrir. Et on arrive chez des inconnus et on repart de chez des amis. Ouais, et ça, c'est fantastique. C'est un peu ça la clé de Terre de France. En effet. Et puis cette sincérité, moi je trouve qu'elle est belle et qu'elle est vraiment très payante, Jacques Legros. Alors on vous connaît comme homme de télé, comme homme de radio. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est que vous êtes un passionné de vin, d'œnologie, de vigne, au point que vous avez réalisé votre rêve, avoir votre vignoble et faire votre vin. Oui, c'est un rêve que j'ai réalisé il y a quelques années à Cahors, avec du Malbec et du Merlot. J'ai depuis revendu parce que, étant obligé d'être beaucoup plus à Paris, je ne pouvais pas m'occuper de tout. Et puis aujourd'hui, le vin, pour moi, ça passe par la société que j'ai montée avec mon associé qui est là, qui se fait tout petit là. Ah, c'est le charmant jeune homme que vous n'avez pas présenté d'ailleurs, je suis très vexée. Qui s'appelle Julien Guinan. Enchanté Julien. Et qui lui est un vrai grand spécialiste de l'internet, du digital. Et avec lui, on a monté Avenue des Vins,
Et on a inventé en quelque sorte, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais on a inventé le circuit court dans le vin. Alors le circuit court dans l'élevage par exemple, on sait ce que c'est. Ouais. On a des bêtes, on les transforme et on les vend directement ou devant chez soi ou dans une ferme coopérative qu'on a montée avec d'autres collègues agriculteurs, éleveurs. Et bien là, on va directement de chez le producteur au prix de la propriété, au consommateur en direct, avec un temps d'acheminement très court et surtout une qualité d'acheminement, parce que ça c'était important. Un des freins à l'Internet, c'est de se dire ah oui mais je vais l'attendre combien de temps mon colis, et puis si les bouteilles arrivent cassées. Donc on a réglé ce problème-là avant de se développer, et aujourd'hui on livre des bouteilles dans des tiroirs, dans des cartons, enfin en suspension. Oui, donc très jolie idée. On a vraiment travaillé la question parce qu'on voulait vraiment être dans la qualité. Et puis les vignerons qui sont chez nous sur Avenue des Vins, ce sont vraiment des partenaires. C'est-à-dire que vraiment, on est là pour les aider aussi. C'est-à-dire qu'on a une vision, pas seulement... C'est une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, mais pas seulement mercantile. C'est-à-dire qu'on est aussi un vigneron. Moi, je sais, je l'ai été. Ça fait son vin et rien que ça, c'est du boulot. Le vendre, c'est un autre métier. Et nous, on arrive là en leur tendant la main, en leur disant, écoutez, nous, on sait faire. On a mis en place un process sur Internet qui n'est pas votre monde. Quand vous avez un site, en général, c'est un site qui n'évolue pas parce que vous n'avez pas le temps. Puis c'est un autre métier, vous ne savez pas le faire. Et nous, on va vous aider à le faire. Donc on leur fait un mini-site, on leur fait une petite vidéo pour montrer leur vin. Enfin voilà, on leur rend un certain nombre de services, ce en quoi ils deviennent vraiment des partenaires d'Avenue des Vins. Donc Avenue des Vins, c'est le site marchand, puis il y a la web télé, vous le disiez, puisque vous transformez le vin non pas en eau comme l'autre, mais en tout cas mais vous savez, Frédéric, parce que le langage de l'Internet aujourd'hui, c'est l'image. C'est ça. Alors ça ne veut pas dire que le verbe est totalement banni, non, mais le verbe vient en appoint, en appui aussi de l'image. Mais plutôt que de faire une fiche en mettant tel terroir, tel cépage, tel mode d'élevage du vin, nous on le décrit avec une jeune œnologue, un jeune sommelier. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont enthousiastes. Et c'est eux qui disent, voilà, je vais vous goûter ce vin, voilà, il est comme ci, il est comme ça, et puis je le ferai bien qu'une bonne côte de bœuf. Voilà, pourquoi pas. Par exemple. On va en parler de la viande dans cette émission. Voilà, donc ça c'est pour Avenue des Vins. Il y a eu un livre aussi qui m'a bien amusé. Alors pas pour le livre, mais Le vin vu par Jacques Legros. Oui, pas bu, vu, vous avez bien compris. Non, mais malin bu après Jacques. aussi. Ouais, j'espère pour vous quand même. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là? Oh non, mais là c'est parce que la collection chez Hugo Édition s'appelle Vu par. Oui, c'est ça. Et donc on m'a demandé de faire le vin vu par moi. Ça a un petit côté un peu prétentieux. Surtout que j'ai pas la prétention d'être un œnologue je suis un amateur éclairé. Et d'ailleurs, je me bats un peu aussi contre. Avec Julien, on se bat tous les deux contre les idées reçues sur le vin. C'est-à-dire que acheter un vin en fonction de son prix, aujourd'hui, ça veut rien dire. Ouais. Acheter un vin en fonction de l'étiquette. Ça ne veut rien dire non plus. Exact, pas mal. Pour nous, derrière l'étiquette, il y a un visage, il y a des hommes, des femmes, il y a un paysage, il y a une histoire, il y a une famille qui travaille, qui aime, qui donne libre cours à sa passion pour le vin. Et c'est eux qui nous intéressent. Ce sont eux qui nous intéressent en même temps que le vin. Et le vin, moi j'ai une expression qui est un peu vulgaire, pardonnez-moi, mais je l'aime beaucoup et j'ai pas envie de la dénaturer. Allons-y. Qui dit le vin, il a la gueule de celui qui le fait. Ça va. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Et j'aime bien ce côté paysan. Pour moi, c'est un mot noble. Paysan, dans le vin, c'est noble. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu aussi reproduire. Ce qu'on cherche, nous, par exemple, ce sont des pépites. Alors, ce ne sont pas des grands châteaux. On en trouve encore des pépites on ne trouve que dans ça, l'univers du vin en France. On ne trouve que ça, des pépites. Parce qu'aujourd'hui, on travaille de mieux en mieux dans la viticulture. Parce qu'aujourd'hui, on fait des vins de vignerons qui sont aussi des vins de passion. Et nous, on partage cette passion. Donc, on est ravis de rencontrer des viticulteurs qui travaillent, des vignerons qui travaillent comme on aime, et de les aider à vendre leurs vins. Et c'est ça qu'on recherche, parce que je crois aussi que du côté du consommateur, aujourd'hui, on n'a pas envie de payer 150 € une bouteille qu'on va déguster entre copains. Ce n'est pas vrai. Et d'autant qu'à 15 €, il sera probablement aussi bon. Alors je vois un monsieur dans le public qui dit je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Voilà, on est d'accord. On peut s'offrir des vins à 150 €, mais enfin bon, sont-ils meilleurs que certains vins à des prix un petit peu en dessous? Moi, Frédéric, j'ai travaillé avec un maître qui s'appelle Stéphane de Renoncourt. Oui, qui est très connu d'ailleurs, c'est un œnologue conseiller. Voilà, qui s'occupait de mon vignoble. Et Stéphane, son grand jeu, c'était de me dire viens, on va faire une dégustation à l'aveugle. Ah, il mettait 3 vins, je n'avais pas le droit de regarder. Alors, il me mettait un château à 300 € et un autre vin. Et il me disait lequel tu préfères.
Je dis parce que pour moi, on n'a pas besoin d'être savant dans le vin. On aime, on n'aime pas, on partage ou on ne partage pas. Hein. Exact, ce sont des émotions. Vaut mieux un petit vin entre amis qu'un grand vin avec des gens qu'on n'aime pas. Hein. C'est vrai. Mais, Là, vous avez un fan. Et ben, celui que je préférais, c'était un vin de pays à 8,50 €. Eh bien voilà. Mais il l'avait travaillé à la Stéphane de Renoncourt avec amour, passion et compétence, évidemment. C'est ça. Ben voilà, tout est dit. Amour, passion, compétence. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est cette envie d'humaniser les choses, que ce soit voilà, sur Campagne TV, dans les régions, et puis avec le vin. Donc, on va rester ensemble. Hein. Ah, mais moi, je ne demande que ça. Frédéric, je suis parfaitement bien à côté de vous. C'est vrai. Ah, oui, moi aussi, bien. pareil. Je trouve que vous avez été un bon parrain pour cette... Et vous l'êtes. Enfin, c'est pas fini, mais en tout cas, je sens une bonne complicité qui est en train de naître. Donc, je vais vous emmener maintenant faire un petit tour dans un drôle de village. C'est notre première chronique et elle s'appelle « À votre service ». Nous ont rejoint sur le plateau du MAG Pierre Fayolle. Bonjour Pierre. Bonjour Fred. Vous êtes un habitué bien sûr du MAG. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un an. Vous m'avez manqué Pierre. Tous les ans surtout. Tous les ans. Et vous êtes responsable du développement marché de l'agriculture pour le Crédit Agricole. Et à vos côtés, Franck Priolet. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric. Vous êtes cofondateur des Beaux Quartiers. Je vous présente Jacques Legros. Je ne sais pas si vous êtes croisés en coulisses. On s'est croisés, on s'est salués. Oui, tout à fait. Les Beaux Quartiers. Pardon ? La marque Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers. J'ai dit quoi ? Beaux Quartiers. Ah oui, oula. Ah oui, ça plaisante pas là. J'avais oublié l'article défini. Bon, d'accord, ok. Sinon, ça fait un peu 16e arrondissement. Ça fait, c'est ça, ça fait un peu chichi-pompon. Justement, le village, les beaux quartiers, ça fait très immobilier. On va pas parler que d'immobilier, Père Pierre Fayolle. Non, je vous rassure. Je vais vous parler du village. Allez-y. Le village Baïséa, c'est un lieu dédié au développement économique, à l'innovation, dans lequel nous accueillons une centaine de start-up. On l'a créé il y a une année, un an presque. Et ce lieu, on l'a fait pas tout seul. Hein. C'est le Crédit Agricole plus une vingtaine de partenaires, des grandes sociétés comme IBM, Hewlett-Packard, Engie, etc. Et nous accompagnons des start-up, des sociétés qui sont dans l'innovation, comme Franck, passionnés de leur métier, et qui développent des idées nouvelles sur différents thèmes, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, le logement. Alors quelles sont les clés pour rentrer dans ce village, dans cette pépinière en fait ? Alors il y a un jury, ils doivent passer devant ce jury qui est composé des directeurs d'innovation de l'ensemble des entreprises partenaires. Donc c'est assez compliqué puisque sur 950 candidatures l'année dernière, on a retenu 95 entreprises. Donc 10%. Donc 10% pas mal, de sélection. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, mais donc c'est sévère. Un gros travail, hein, bien sûr. Ils doivent faire un pitch, un entretien de recrutement en quelque sorte. Et une fois qu'ils sont dans cet incubateur, ils bénéficient évidemment de conditions d'hébergement préférentielles, de bureaux. Justement, parlons-en de ces conditions préférentielles, parce que alors, ce sont quand même dans des beaux quartiers. Hein. On est d'accord, sans faire de mauvais jeux de mots. Les bureaux, enfin cette start-up, elle se trouve, cette pépinière, ce village, il se trouve où ? Alors ce village, il est rue de la Boétie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, on est à 2 pas des Champs-Élysées, au cœur du quartier des affaires parisien. Pas mal, hein, Jacques ? Oui, c'est pas mal. Oui. Hein ? Donc c'est plutôt sympa quand on commence, effectivement. Ouais. Et l'idée, c'est de faire bénéficier à ces startups de notre réseau, puisque on a la chance, quand on travaille au Crédit Agricole, d'avoir un réseau assez important avec les caisses régionales, avec l'ensemble des territoires. Et de leur offrir un lieu de rencontre, puisque sur ce village, on l'a conçu comme un vrai village, avec une place du village, avec un maire du village. Il y a des événements en permanence, des conférences, des rencontres avec les partenaires, avec des gens de l'extérieur. Et ça met le pied à l'étrier pour l'ensemble de ces startups. C'est un peu le rôle d'une banque comme le Crédit Agricole. Finalement, oui, c'est nos racines, c'est aussi notre ancrage sur les territoires. On a cette chance finalement de connaître beaucoup de monde et de pouvoir mettre en relation les acheteurs, les vendeurs, les professionnels entre eux et de faire bénéficier de notre réseau. Vous avez employé un mot que j'aime beaucoup, c'est mettre le pied à l'étrier. Et on reproche souvent aux banques d'être un frein plutôt que de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Et ça me paraît être essentiel, c'est une mission essentielle. Et que le Crédit Agricole le fasse, c'est bien. Comme les talents gourmands. Voilà. Puisque je les connais bien. Vous connaissez les talents gourmands, ouais. Je connais bien les talents gourmands. J'y participe et
de primer des jeunes qui travaillent bien, des producteurs de fruits et légumes, des chefs aussi. Hein, bon. Je trouve que de la part d'une banque comme la vôtre, bravo, c'est vraiment une fonction essentielle. Merci. Alors, on va parler de ces startups qui investissent ce village, cette pépinière. Il y a notamment celle de Franck Priolet, les Beaux Quartiers. Rien que ça. Qu'est-ce que c'est que les Beaux Quartiers, Franck ? En fait, les Beaux Quartiers, c'est une marque de viande de bœuf d'exception, comme le modèle de Monsieur Legros, directement du producteur jusqu'au consommateur, sans aucun intermédiaire. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher les meilleures races à viande possibles et nous les emmenons jusqu'au client final avec un procédé de stabilisation pour préserver la viande, que sa qualité ne souffre pas, et en livraison à domicile. Et pour la petite histoire, les Beaux Quartiers, justement, mon associé a une boucherie dans le 1er arrondissement. J'ai intégré la pépinière du Crédit Agricole pendant qu'on était en train de chercher le nom de ce projet. Et puis ça nous est tombé évident, on s'est dit les Beaux Quartiers, c'est parfait. Donc ça c'est le nom aussi du site sur lequel on peut aller faire ses courses, ses achats ? Tout à fait, lesbeauquartiers.com. Est-ce que les beaux quartiers sont aussi les bons quartiers ? C'est surtout ça, c'est qu'une viande qui fond dans la bouche, une texture, un goût. Quelque chose pour une expérience parfaite. Alors, comment ça se passe concrètement ? Moi, je veux acheter une pièce de bœuf, un bon quartier, un bon morceau. Je vais sur le site et à partir de là... Alors, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez sélectionner vos viandes en fonction de vos goûts, si vous voulez des goûts plus puissants ou des goûts plus légers. Qu'est-ce qu'on prend, Jacques ? Qu'est-ce que vous aimez ? Une côte de bœuf, c'est bon. Hein. Va pour une côte de bœuf. Je peux trouver une côte de bœuf ? Vous avez différents types de côtes de bœuf avec différents goûts. Différents poids aussi, j'imagine ? Exactement. Vous avez différents éleveurs. Vous pouvez vraiment choisir et vérifier la traçabilité pour qu'elle soit parfaite. Vous pouvez également choisir, vérifier tout pour que la viande soit parfaite, c'est-à-dire conditions d'élevage, c'est-à-dire bon traitement des animaux. Ok, donc vraie traçabilité. Tout est expliqué sur le site. Ça, c'est important. Hein. Mais ce qui est surtout important, c'est de faire le choix de la qualité plutôt que de la quantité. Exact. Et aujourd'hui, on a tourné une page. Et jeudi ou vendredi, j'ai diffusé un reportage dans mon journal où on montrait que le consommateur était en train de changer. Qu'il avait peut-être mangé du poulet moins souvent, mais qu'il allait prendre un vrai bon poulet de grain qui a couru, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, on a envie de mieux se nourrir. Alors la viande a été très attaquée ces derniers temps. Ça m'a un petit peu gêné, moi, en tant que journaliste et citoyen aussi, parce que c'est facile d'accuser la viande. Quand on exagère, c'est toujours mauvais, mais le vin aussi. Le vin qui est catalogué parmi les alcools durs, ça m'a toujours hérissé le poil, moi. Le vin, c'est autre chose que ça. Ce qui n'est pas bon, c'est la dose, c'est pas le produit. Donc. Mais évidemment. Et manger peut-être un peu moins souvent de la viande, mais de meilleure qualité, quitte à la payer un peu plus cher. Là, je crois qu'il y a un vrai avenir pour l'agriculture, pour l'élevage. C'est ça, et c'est ce que vous proposez, effectivement, une qualité de viande. Et la création de votre start-up, elle démarre de ça, de ce que disait Jacques aussi, de cette prise de conscience que le consommateur a changé ses habitudes. On s'est rendu compte que le consommateur était un peu perdu en matière de viande, en matière d'alimentation, et qu'il voulait mettre plus de sens dans sa consommation. C'est-à-dire qu'il ne veut pas seulement acheter une quantité, il veut savoir exactement d'où vient sa viande, comment elle a été traitée. Il veut mettre du sens, on va manger moins, mais de meilleure qualité. Alors pour revenir à ma petite commande, après je vous repasse la parole, hein, pardon. C'est moi qui suis chez toi. Ah oui, c'est vrai, zut, j'avais oublié. Donc j'ai passé ma petite commande, on a pris une côte de bœuf avec Jacques, on la veut dans un délai quand même respectable, hein, on ne veut pas la manger dans 10 jours. Alors, temps de livraison, il est réduit ? Le service est extrêmement important. Donc, si vous commandez chez nous, vous avez jusqu'à 16h aujourd'hui pour être livré le lendemain avant 13h partout en France. Super, ça. D'accord. Donc, livraison partout en France. Tout à fait. La viande, elle arrive comment ? Parce que comment une viande fraîche peut je dirais, tenir jusqu'à... Oh non. Non, c'est la question. Non, mais en fait, on travaille que des viandes fraîches. On fait maturer parce que le process de maturation pour la tendreté, pour le goût, c'est très important. Il faut beaucoup de patience pour faire un super produit. Par contre, ensuite, on la stabilise en surgélation professionnelle. Tenez bien le micro. D'accord. Elle est stabilisée, ça veut dire qu'elle arrive congelée. Elle ne perd absolument pas de sa qualité. Ouais. Et elle arrive chez le client déjà congelée pour qu'il n'ait aucun problème de conservation. Alors, on ne l'a pas encore testé avec Jacques, mais je crois que vous, Pierre Fayolle, vous avez fait une commande sur les Beaux Quartiers. Ah oui, j'ai essayé, j'ai voulu me rendre compte du service. Écoutez, déjà j'ai apprécié l'expérience d'aller sur le site où il y a des recettes de cuisine, où il y a cette approche par le goût. Ça se consulte comme un magazine finalement. Ouais. Et puis j'ai commandé une entrecôte dimanche dernier.
J'ai décidé finalement, comme je travaille, d'aller la chercher moi-même chez une boucherie partenaire de Franck. La livraison se fait donc chez un partenaire ou à domicile ou exclusivement chez un partenaire boucher? Pour le moment, on peut enlever l'entrecôte à Paris dans une boucherie. D'accord. Il y a livraison à domicile, mais également enlèvement en boucherie. Ok. Pour terminer, qu'est-ce que vous a apporté ce partenariat ou le fait d'être intégré dans le village Baïséa, Pierre? Pierre. Franck. Non, je vais vous appeler Pierre. Vous allez tous vous appeler Pierre aujourd'hui, tiens. Allez. Pour quelqu'un qui vient du monde de la boucherie, en fait, ça nous a permis de lever la tête et d'utiliser les techniques modernes de communication pour refaire un métier à l'ancienne. Pour refaire le métier de l'éleveur au consommateur, comme le faisait mon grand-père, comme le faisait mon père, c'est-à-dire d'aller chercher ses bêtes, de sélectionner ses bêtes et de les livrer jusqu'au client, que ce soit en tournée de campagne, en vélo ou à la boucherie. Oh bien voilà. Moi j'ai une question à vous, monsieur. Qu'est-ce que vous avez bu avec la viande que vous avez achetée chez Franck? Avec la viande de Franck, déjà je lui disais tout à l'heure en off que j'en avais pas mangé une telle viande finalement depuis 5 ans. Finalement, c'est déjà la viande d'exception. Donc ça mérite un bon vin. On coupe à la fourchette et c'est de la viande qui se mange avec un bon Côte du Rhône ou un bon Cahors. Par exemple. Quelque chose d'un peu tannique, mais bien fondu, voilà. Que vous avez trouvé sur Avenue des Vins, évidemment. 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 Peut-être que vous pourriez d'ailleurs vous parler en coulisses. Là, il va falloir rejoindre notre envoyé spécial. Donc merci beaucoup, Franck Priolet. Merci Pierre Fayolle. Les Beaux-Quartiers. Et merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On va retrouver quelqu'un qui est en duplex. C'est pour ça qu'on me dit dans l'oreillette, il attend, il est là. C'est Julien Rosburger. Bonjour Julien, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. Bonsoir Jacques, bonsoir Fred. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Très bien, je suis très bien accompagné et puis on va se régaler. Bonjour Maurice Leny, donc c'est le directeur des banques alimentaires. Alors je sais que les banques alimentaires, c'est pas leur première année au sein de l'agriculture, loin de là. Non, eh bien, nous sommes présents au Salon de l'Agriculture pour la 5e année consécutive, ce qui est pour nous une façon de concrétiser une relation bâtie dans la durée, puisque depuis 30 ans, les producteurs agricoles nous font des dons de produits, que ce soit des fruits et légumes, du lait, des produits divers. Et vous m'aviez dit que c'est très important pour vous d'être ici au Salon de l'Agriculture chaque année? Bien, pour nous, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir à la fois conforter ce lien que nous avons avec le monde agricole, avec les producteurs, mais aussi avec le grand public, puisque c'est quand même un rendez-vous grand public par excellence. Et cette année, ça cartonne vraiment. Ils ont un défi tout particulier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors chaque année, nous essayons un peu de renouveler notre formule et de prendre une initiative un peu particulière. Et cette année, nous avons décidé d'inviter des blogueurs culinaires à venir relever un défi un peu particulier qui est d'apporter leur touche de créativité aux produits que nous distribuons au quotidien dans les banques alimentaires. Merci beaucoup. Alors, suivez-moi, on va voir ce que c'est ces fameux produits avec Emmanuel Hiche, qui a un blog, le blog qui s'appelle Miam. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, c'est quoi le fameux produit, la fameuse boîte de conserve pour vous aujourd'hui? Alors, ils m'ont lancé un défi assez difficile, je redoutais vraiment ça. Ils m'ont demandé de customiser une boîte de raviolis. Waouh, vous dites assez difficile, ouais, difficile les raviolis. C'était un défi vraiment compliqué, à quel niveau? Les raviolis en boîte, c'est quand même très difficile au niveau de la texture, du goût. C'est pas une texture très agréable à la base. Donc en fait, justement, on a essayé de travailler sur la texture. Donc on est parti de la boîte de raviolis, on a extrait les raviolis de la sauce. On les a un petit peu épongés, puis roulés dans de l'œuf battu et de la farine, puis frits. Et on va les servir sur une petite purée de patates douces. Et ensuite, j'ai récupéré la sauce dans la boîte, je l'ai retravaillée avec des échalotes, un petit peu d'aromates, des épices, etc. On va servir les raviolis sur notre petite purée de patates douces. Donc on aura le contraste croquant, fondant, puis la petite sauce tomate retravaillée autour. Donc voilà, un petit truc assez sympa. Et puis en dessert, on est parti sur une boîte de pêche en conserve que je recompote un petit peu avec de la mangue, du sucre vanillé, etc. Puis qu'on va faire en crumble. On va juste passer un petit crumble dessus et hop au four. Je sais pas pour vous, mais vous n'avez pas envie d'acheter une petite boîte de raviolis là pour ce soir? Jacques, oui. Des raviolis comme ça, oui. Ça devient, une bonne boîte de raviolis. Ça devient très appétissant. Et Emmanuel, bravo. ça fonctionne bien avec les différentes personnes qui viennent au Salon de l'Agriculture? Là oui, super. Ouais. Oui, là oui. Vraiment, il y a une super équipe. Il y a des dégustations, Julien? L'équipe est géniale, on s'entend super bien, ils sont adorables. Et si vous voulez venir ici pour déguster les fameux raviolis, ça se passe où?
Alors c'est au hall 4 B63. En fait, à 18h30, ce sera prêt. On peut passer. Merci beaucoup, bonne recette. Hein. On peut passer. J'espère que ça vous a plu, Fred. Moi oui, et Jacques aussi. Je demande si je peux passer 18, après. 18h30. Passez. Hein. Bon, elle vous attend, Emmanuel vous attend. Jusqu'à D'accord. 18h30, elle fait ses petits raviolis, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, mon cher Julien. Je sais qu'on se retrouve un petit peu plus On tard se dans retrouve juste l'émission. après. Je continue ma balade. À tout à l'heure. Vous embrassez tout le monde et un grand chapeau aux banques alimentaires et à la générosité, bien sûr, de tous les exposants du Salon de l'Agriculture. Un grand bravo. Allez, tout de suite, je crois que je vais vous présenter la relève de Guylaine Chenu et Françoise Joly. Vous voyez ce qui un renvoyé spécial. Vous mettez la barre assez haut, là. Là, c'est très haut. Bon, elles ont du temps, hein. Elles sont encore un petit peu jeunes. Elles s'appellent Morgane et Lina et ce sont nos deux nouvelles petites envoyées spéciales qu'on va recevoir tout de suite dans le MAG. Alors, elles sont où les filles? Voilà, on va les accueillir. Lina, Morgane et la maman, Olfa. Bonjour, mesdemoiselles. Et voilà, prenez place. Alors Jacques, on a eu cette idée cette année de demander à Lina et Olfa la maman et puis Morgane bien sûr, d'aller mettre leur nez dans les activités familiales du salon. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un enfant, quand on est une famille? Et donc chaque jour, ces demoiselles vont aller à la recherche des meilleures activités. Comment ça va Lina? Ça va bien. Bon, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Bon, et ta sœur, elle a quel âge? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Alors, c'est la première fois que vous venez au salon, toutes les deux? Bah non, c'est la deuxième fois. Ah ouais? C'était quand la première? La première fois, je suis partie avec ma soeur, elle était toute petite et on est revenu parce que Morgane, elle s'en souvient même pas trop. Eh oui, alors que là, ça change. Hein. Elle est grande maintenant. Ah, elle est super grande, hein? Dis donc, ça va toi? Ouais? Oui. Ça se passe bien. Alors, tout à l'heure, vous vous êtes fait maquiller en loge, hein? C'est plutôt sympathique, ça? Ah bah oui. Elles attendaient ce moment avec impatience, Ah le ouais. maquillage. Le maquillage. Alors, est-ce qu'on va vous maquiller tous les jours? Je ne sais pas, mais vous pourrez passer en loge, voir Caroline ou Julie, nos amis maquilleuses. Que dis-tu? Peut-être. Peut-être. Alors, vous allez vous balader dans le salon pendant toute cette semaine. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que vous attendez? En fait, on veut voir les animaux. Les animaux? On n'a pas vu les lapins, on n'a pas vu les vaches. Alors, tu as vu quoi comme animaux si tu n'as pas vu les lapins et les vaches? On a vu des chevals. Ouais, les chevals. Bah ouais, tu aimes les chevals, Jacques? Oui. Hein? Un chevaux, des chevals, oui, C'est j'aime ça, bien. Moi. Voilà, exactement. Ouais. C'est marrant. Alors, il y a les chevaux. Vous n'avez pas vu la vache, la star cerise? Vous ne l'avez pas croisée? Non. Ah, zut. Ah, moi, j'ai vu des poules, des coqs et des lapins, là, juste derrière. Ah bah voilà. Un lapin avec des grandes oreilles. Oui, on voulait les voir après. Mais après, vous allez les voir. Et toi, Lina? Moi, j'aimerais bien voir les lapins. Eh ben, lapins. juste là. Ah bah voilà. Moi, je voudrais savoir, Frédéric, si ce sont de petites parisiennes ou pas. Alors, Ce sont de petites suresnoises. Ouais. On est juste à côté, on est à Suresnes. donc Suresnes, c'est quoi? C'est Haute-Seine, c'est ça? C'est Oui, le Suresnes, 92, oui, voilà. Haute-Seine, C'est oui. enfin, Mais c'est limite on va dire avec Paris, le alors. 16e, le Boulogne. Ouais, donc vous êtes des voisines en Voilà, fait. Hein. exactement. Bon, ça va être oui. pratique, hein, parce Oui. qu'il va falloir travailler. Vous savez qu'on va vous suivre avec une caméra pour découvrir à travers vos yeux tout ce qu'on peut faire de sympathique. Alors, je crois qu'il y en a une qui fait du football. La C'est plus grande. Lina. C'est Lina. Lina. Et qu'est-ce qui t'a pris de faire du football? Bah, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est du foot. Oui, c'est du foot. C'est oui. du foot, ouais. Ball. En fait, c'est papa qui m'a donné envie. Papa, il joue au football? Ouais, d'accord. Ouais. Et toi, Morgane, tu fais des activités en dehors de l'école? Oui, Tu fais quoi? on fait des dessins. Ouais. Tu danses, tu chantes, tu fais quoi? Je Non me rappelle plus. On joue au Barbie. Ah ouais, super. Et- Vous avez des enfants, Jacques? Mais j'ai un petit footballeur aussi, il est là. Oui. Ah oui, Oui. bonjour jeune homme, il a Vous quel pouvez âge? vous entendre, il a 11 ans, lui. 11 ans, bon voilà. Oui, vous pourriez vous entendre sur le terrain de football, n'est-ce pas? On Alors, joue qu'est-ce que au vous allez Lego. voir, qu'est-ce que vous allez voir, les filles? Moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Par Bah quoi vous ouais. allez commencer? En fait, on sait pas trop, en fait. Ah, c'est la surprise. Ouais. Bah, voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est en fait les éclosions des poussins. Ah ouais, Ah ça c'est oui. génial.
Ça, c'est une super Ça, c'est une idée, oui. Oui, Ouais. moi je veux les voir parce qu'ils sont trop mignons quand ils sont bébés. Et vous croyez que vous pouvez repartir avec un petit poussin, non? Il y a moyen ou pas? Oui, Olfa, la maman, on en verra. on va éviter? Ouais, On a un d'accord. chat à la maison, donc. Ah ouais, donc le petit poussin, je sais pas, il ferait pas long feu, voilà, on est d'accord. C'est un peu ça. Bon, À en tout cas, préserver. Oui, peut-être. Peut-être, Miss, peut-être. Bon, en tout cas, on va vous suivre tous les jours avec grand plaisir. Merci d'être avec nous. Je voulais vous remettre un petit cadeau, les filles. Un petit livre qui a été écrit par Fabienne Sauvageau. C'est l'histoire de Mirabelle. Mirabelle, c'est une vache de l'Aubrac, une jolie vache rousse aux yeux noirs, qui voit passer les pèlerins qui vont à Compostelle. Alors, Compostelle, c'est un lieu sacré et le pèlerinage, eh bien, c'est un chemin religieux qu'on fait. Et un jour, Mirabelle, eh bien, elle rencontre Augustin qui va à Compostelle. Alors, est-ce qu'elle va réussir à partir, Mirabelle? Eh bien, on le saura, voilà, en lisant les aventures de Mirabelle. Et, Ouais. puis, je ne sais pas si vous le savez, mais les vaches de l'Aubrac, elles sont maquillées. Ouais, Parce exactement. qu'elles ont des cils Elles ont des comme cils ça, sublimes. En et sans fait, passer en par la effet. loge. En fait, on n'a jamais vu des vaches comme ça. Eh bien, vous allez en voir parce qu'il y en a bien sûr au Salon de l'Agriculture. Tiens, allez hop, je vous les fais passer. Tiens, ma chérie, hop là. Oup, wow, bah, ça glisse bien, dis donc, sur ce plateau. Ah. Et le deuxième, c'est parti. Voilà, et puis vous pouvez retrouver la Mirabelle du mardi. C'est une petite bande dessinée sur mirabellelivre.com. Et Mirabelle, eh bien, elle va au Salon de l'Agriculture et elle va aller rencontrer Cerise, la star des vaches. Merci beaucoup, Morgane, Merci, Lina, Frédéric. Bon merci salon. Alpha. Un bon Merci, salon. Jacques. Puis on se voit très vite, hein, nous. À très Salut bientôt. les filles. Salut. Bye bye. À bientôt. Allez, tout de suite, on va découvrir un sujet sur l'arrivée des stars. On en parlait des vaches, des veaux, des cochons ou des lapins et des petits poussins. À J-1, effectivement, pas facile de trouver sa place. Et à Ouais. ce sujet, Frédéric, je vous recommande un film qui est extraordinaire, qui s'appelle La Vache, avec Exact. Jacqueline Lavache, qui vient au Salon de l'Agriculture à Paris. C'est une merveille. C'est bien, un voilà. petit bijou. Je suis d'accord, on vous encourage avec Jamel Debbouze, entre autres, et une très très jolie vache. Allez, c'est parti pour notre sujet. On y va. Alors je me suis trompée apparemment, vous voyez, il n'y a pas qu'Éric Jean-Jean. On va aller sur le coup de pouce du jour. Oh bah il est là. On se fera le petit sujet sur les animaux un tout petit peu plus tard. C'est pas bien grave, c'est ça le direct en fait. Oui. Tout peut arriver quand on mélange un petit peu ses fiches. Alors on va parler aujourd'hui dans le coup de pouce du jour d'un jardin, Jacques, je ne sais pas si vous connaissez, le jardin des Vertueux, qui se trouve du côté d'Amiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Paco? Bonjour Frédéric, bonjour Jacques. Le Jardin des Vertueux, c'est un jardin paysager, pédagogique, dans les ortillonnages, en plein cœur d'Amiens, dans un petit trésor qu'on a à Amiens. C'est un marais qui fait 300 hectares avec 55 km de petites voies d'eau. Et donc nous, on y réalise un jardin qui permet aux visiteurs de découvrir les ortillonnages à pied. Et dans ce jardin, on y produit toutes sortes de choses, du légume, des fruits, du miel. Et on a toute une partie où on fait de la formation, donc une partie pédagogique, où modestement on essaie de former la génération des maraîchers de demain à des techniques respectueuses de l'environnement. Ça, c'est une super belle idée. Vous, donc, si j'ai bien compris, vous êtes à la fois Pascal Goujon, jardinier et guide de ce bel endroit. Et balayeur, un petit peu l'homme à tout faire du jardin, oui. Ah, c'est joli tout ça dans un jardin comme ça, non? Et puis surtout, oui, bien Ouais, sûr, c'est mais noble. Pascal, les ortillonnages à Amiens, c'est quelque chose de célèbre. Mais il faut le faire. On a eu l'occasion de faire un Terre de France sur les ortillonnages en bateau. Ah bah voilà. C'est vrai que c'est un lieu magique. Il y a pour moi deux endroits un peu équivalents. Il y a les ortillonnages et puis près de Saint-Omer aussi. Oui, On retrouve un peu le même principe. Et c'est vraiment, on est hors du temps. On est ailleurs. Alors qu'on est dans la banlieue d'Amiens, enfin oui, je peux le dire comme ça. On est à 5 minutes du centre-ville. Oui, on est à 5 minutes du centre-ville. Et en même temps, voilà, il y a un côté Camargue, il y a un côté, j'aime pas les comparaisons, mais c'est vrai qu'on est loin de tout. Oui. Et c'est un lieu magique. Alors vous cultivez bien sûr des fruits et des légumes que vous vendez en circuit court, oui. J'imagine. Ouais, oui. C'est ça? Les clients viennent, je pense qu'on est le circuit le plus court de France. Les gens viennent chercher les légumes au jardin.
Et vous avez fait appel, parce qu'on dit le coup de pouce, pourquoi Jacques, je vais vous expliquer, mais vous avez fait appel à Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif, le crowdfunding, comme on dit. Vous connaissez bien ça, j'imagine. Sauf que Mimosa, c'est uniquement destiné à l'agriculture. Voilà. On finance que des projets liés à l'agriculture. Sauf que vous avez fait appel à Mimosa dans un contexte un petit peu particulier. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pascal? Mais en fait, on a eu un petit accro au tableau idyllique qu'on vit dans les ortillonnages, c'est-à-dire qu'on a été cambriolés. Donc quelques indélicats sont venus nous soulager d'une grande partie de notre matériel. Sympa. Et puis il fallait renouveler le matériel pour pouvoir continuer à cultiver. Et puis rapidement, on a imaginé que des gens autour de nous seraient sensibles à ce qui nous arrivait. Donc on a démarré le dossier chez Mimosa. Et puis en 45 jours, on a collecté la totalité de la somme nécessaire, non seulement à l'achat du matériel, mais aussi à construire un local sécurisé pour protéger un peu mieux nos outils. Donc en 45 jours, finalement, vos problèmes ont été à peu près réglés, c'est ça? Ou en tout cas ce qu'on vous avait volé J'irai pas jusqu'à remercier les voleurs, mais nos problèmes non seulement ont été résolus, parce que maintenant on travaille avec du matériel neuf, mais en plus, par-dessus le marché, ça nous a remis un coup d'énergie énorme parce que c'est plus de 120 personnes qui sont devenues des contributeurs à notre projet par l'intermédiaire de Mimosa. Et ça met un coup de fouet sérieux. Ça nous a chargé en énergie pour la fin de saison. Oui, et puis Pascal, on est aussi dans une nouvelle forme d'économie. Ouais. C'est une économie qu'on appelle comme on veut, solidaire, l'ubérisation, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais c'est vrai qu'on est dans une économie plus proche, plus directe, comme la production et la vente de produits. Hein. Et du coup, ça modifie complètement la philosophie même de l'agriculture ou de gens comme vous. Hein. Et je trouve que ça a quelque chose de beau. Comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on est à une époque de changement qui est extrêmement important. Les gens sont très très sensibles à un travail de qualité. Moi, j'ai entendu dire que donc il y a eu Mimosa, et puis il y a eu quand même, vous le disiez, des gens qui ont été très sensibilisés directement à votre problématique et qui sont venus mettre des sous dans une petite cagnotte là-bas au Jardin des Vertueux, c'est vrai ? Notre jardin est ouvert à la visite dès le début du mois de mai. Et du coup, on a pas mal de nos visiteurs qui sont venus nous rendre visite, voir un petit peu ce qu'on avait fait dans le jardin, apprécier notre travail, et puis qui ont dit, voilà, nous aussi, on veut mettre la main à la poche. Avec des espèces sonnantes et trébuchantes que vous avez reversées, j'imagine, sur le site Mimosa. Voilà, on est d'accord. Donc avec ça, vous avez acheté du matériel, du nouveau matériel, un gros cadenas pour la cabane à outils, c'est pas mal aussi, non ? Vous y avez pensé ? Un gros cadenas sous forme d'une très très belle clôture, oui. Et alors, le principe du crowdfunding, Jacques, vous le savez certainement, c'est qu'on donne et on reçoit en contrepartie, justement des contreparties. Il y en a une qui m'a beaucoup plu, je la lis. Alors c'est une entrée valable pour la saison, pour 4 personnes au jardin, avec repas sur place, tagine de légumes de saison du Jardin des Vertueux, façon Paco. Parce que Paco, c'est vous en fait. C'est ça, c'est un peu comme ça qu'on m'appelle dans le Marais. Oui, on a grand plaisir tous les week-ends à préparer une petite cuisine au jardin et puis à faire partager ça à nos visiteurs. D'ailleurs, on m'avait sollicité pour amener un petit peu de légumes là ici. Alors, ils sont où vos légumes, Paco ? J'ai eu une petite pensée émue pour nos clients parce que tous les ans, on refuse des clients. Ça, c'est l'avantage de faire du produit de qualité. Alors, je me suis dit, je ne ramène pas de légumes parce que ça ferait du moins pour nos clients. Absolument. Je vous ai amené juste qu'est-ce que c'est ? Des aromates qui vous permettront de parfumer votre cuisine. La côte de bœuf. Si l'un ou l'autre, vous voulez goûter les légumes du Jardin des Vertueux, il vous suffit de venir à Amiens cet été. Mais on viendra, surtout que c'est une ville à découvrir. Je parle de la cathédrale qui est extraordinaire, exceptionnelle, et puis les ortillonnages. Voilà, c'est les deux raisons essentielles, pas que, mais pour aller à Amiens. Eh bien voilà, on prend ça pour une invitation et on vous invite bien sûr, si vous êtes dans cette belle région, à aller découvrir et la cathédrale et le Jardin des Vertueux. Paco sera là, il pourra peut-être vous faire un petit tagine. Merci beaucoup Pascal Goujon. On va garder le bouquet garni, on en aura besoin pour la côte de bœuf des Beaucartiers, de les Beaucartiers. Allez, tout de suite, le sujet dont je vous avais parlé, les animaux. Bah oui, j'étais un petit peu en avance, ils sont là, ils sont prêts. On regarde comment ça se passe quand on est un animal et qu'on va faire le salon de l'agriculture. Tôt ce matin, pas de tapis rouge ni de photographe. Pourtant, des centaines de stars sont attendues porte de Versailles. Dans 24 heures, le Salon international de l'agriculture ouvrira ses portes pour sa 53e édition. Et aujourd'hui, les 4000 animaux débarquent de toute la France.
Convoi de Normandes, puis défilé de brebis, les premiers arrivants ouvrent le bal. Les éleveurs retrouvent soulagés leurs bêtes. De mon élevage, j'ai amené 5 brebis, 7 petits agneaux et 3 chèvres, un bouc et 6 petits cabris. Donc voilà, il y avait une petite marmaille à attendre et tout le monde est bien. J'avais peur pour les petits agneaux ou les petits cabris qui supportent mal le froid, tout ça. Mais ils ont l'air d'avoir supporté le choc. On a chargé hier après-midi dans les Bouches-du-Rhône et on est remonté jusqu'à Paris pour arriver ce matin. Elles ont 18 heures dans les pattes. Le voyage s'est bien passé, mais une étape cruciale doit encore être validée avant d'avoir l'honneur d'entrer dans le salon. Tout juste arrivés, les animaux passent entre les mains de techniciens vétérinaires qui vérifient leur inscription et leur admission. Oui. 34 059. 34 059, ok. Oui. 11 081. Oui, moi je l'ai. Moi aussi, oui. C'est bon. 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Alors en fait, tous les animaux, notamment les ovins qui arrivent sur le salon, sont accompagnés d'un certificat sanitaire qui est signé et par l'éleveur et par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, disant que ces animaux-là sont correctement identifiés, ont eu, pour certains, suivant les zones où ils viennent, des vaccins ou pas, et qui sont issus d'un cheptel qui est officiellement indemne de différentes maladies. 68. On a vérifié avant qu'elles embarquent que ce soit les bonnes bêtes qui partent pour le Paris. Donc on a bien vérifié, tous les papiers ont été en règle. Après c'est vrai qu'il y a un moment de stress, voilà, si vraiment tout a été accepté, mais bon, a priori tout se passe bien pour l'instant. Quand tout est en ordre, il ne reste plus qu'à trouver sa place dans les 39 000 m² du salon. Et certaines bêtes sont plus réticentes que d'autres. On est arrivé hier soir à 21h30 du coup, et puis donc elle a passé une bonne nuit pour se reposer, et donc ce matin c'est douche, alimentation, et puis du coup elle repart pour être en forme pour le concours, quoi. Bah, ça leur change un petit peu, c'est vrai que comparé à d'habitude dans le troupeau, c'est vrai qu'on les manipule un petit peu moins, mais bon, du coup elles vont se faire, c'est vrai que ça met un petit peu de temps, mais au bout d'une journée, quand elles sont un petit peu au monde, ça va. Balader, nourrir, laver, manucurer, masser ou brosser, les éleveurs tentent de déstresser au maximum leurs animaux. Ils sont aux petits soins avec leurs tendres protégés. Au moment, le taureau il apprécie énormément d'être brossé, d'être massé. Il sera lavé demain matin. Une douche complète. C'est des moments qu'ils apprécient, oui. On va s'occuper de lui plus qu'à l'habitude. Puis bon, il faut qu'il présente, il faut qu'il soit propre. C'est une valorisation de l'élevage, quelque part, pour nous. C'est une récompense au travail de tous les jours, à la sélection. C'est notre premier salon, on verra ce que ça peut procurer. C'est déjà un plaisir de travailler les bêtes, avant tout. Si certains ont encore le temps de se faire dorloter, pour certaines espèces, à peine le temps d'arriver, le concours a déjà commencé. Dans la basse-cour, les juges sélectionnent les volatiles vêtus de leur plus beau plumage. La plus belle poule du salon sera donc récompensée. On va lui attribuer le vase de Sèvres, le Grand Prix du Président de la République. Cette volaille sera mise en valeur, bien sûr, donc on va la mettre dans une cage bien spécifique. Ça ne sera pas cerise, mais ça sera une, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais ça sera la chouchoute des volailles. Dans quelques heures, le top départ sera donné pour 9 jours de salon très animé. Le temps encore pour certains de récupérer, d'ajuster les derniers détails et de finaliser l'installation de leur stand. Des animaux qui font bien sûr le bonheur des visiteurs du Salon de l'Agriculture. Surtout les enfants, oui. Surtout les enfants, c'est ce que disaient Morgane et Lina, qui attendaient avec grande impatience de voir l'éclosion des petits poussins. Puis c'est vrai que c'est l'occasion aussi de rencontrer toutes ces races qu'on ne voit pas ailleurs finalement, et puis de discuter, vous qui aimez l'humain, de discuter avec ces éleveurs qui aiment leurs bêtes. On le voit là, elles sont bichonnées, il y en a qui dorment avec, qui passent carrément des nuits entières avec. Ça vous touche? Enfin, ça vous touche, ça vous interpelle? Oui, moi je suis pas urbain pour dessous, donc Paris, ça m'insupporte, et bon, et j'ai besoin de verre et de voir loin. Mais en plus, on sent chez tous ces paysans, j'aime bien le mot,
Encore une fois, je l'aurais dit au moins 10 fois ça. On sent qu'il n'y a pas de posture, parce que là où il y a une posture, il y a de l'imposture. Il n'y a pas de posture. Ah là. non. Et c'est vrai. C'est la vie vraie, c'est le bon sens vrai. Et c'est tout ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai acheté mon vignoble, je me suis vite rendu compte que finalement, on retrouvait le sens du temps, à la fois le temps qu'il fait et le temps qui passe. Et ces deux notions-là, on les a totalement perdues. On voudrait que la météo, quand je regarde Evelyne ou Catherine, on voudrait que la météo soit faite sur mesure parce qu'on va partir en vacances, parce que si, parce que voilà. Les ben non, elle n'est pas faite sur mesure. Et puis voilà, et puis c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Et puis le temps qui passe, on n'a plus le temps de rien. On n'accepte pas de prendre le temps de rien. On ne regarde pas. On n'apprend plus en regardant par la vitre de la voiture. Je me bagarre avec les enfants pour qu'ils lèvent le nez et regardent dehors. C'est en regardant dehors qu'on apprend. Tu entends, toi tu entends, voilà. Allez, lève ton nez là, de ton écran, s'il te plaît. Écoute ce que ton papa te dit. Bon, on va aller voir si du côté de Julien et de son duplex, il y a une belle posture. J'en suis certaine. On va découvrir un fabricant de biscuits. Vous êtes avec nous, Julien ? Oui, je suis avec vous, Frédéric. Oh là, effectivement, un bon fabricant de biscuits. Cool. Alors, c'est les deux gourmands. Je suis avec le cofondateur, Guillaume Caffin. Bonjour, Guillaume. Alors, les deux gourmands... On parle de gourmandise, je pense que vous êtes un grand gourmand, c'est pour ça que vous avez créé cette marque de biscuits ? Oui, tout à fait. Alors je suis un grand gourmand, mais Louis aussi, mon associé, est un grand gourmand. C'est comme ça qu'on a eu cette idée, c'est-à-dire avec la gourmandise, en tout cas à travers la gourmandise, de faire redécouvrir l'Île-de-France. Voilà, ça part de ça. C'est aussi une histoire d'agriculture. On a envie d'expliquer qu'en Île-de-France, il y a plein de bonnes choses, plein de bons produits. Des terroirs d'une grande richesse et quoi de mieux donc pour faire découvrir ça que la gourmandise. Et avec cette grande richesse de produits, vous nous proposez quoi dans votre stand ? Alors aujourd'hui ce sont des biscuits secs avec des saveurs assez originales comme le coquelicot, un biscuit aussi au safran, du Gâtinais, donc qui viennent vraiment de la région. Et après on retrouve des saveurs plus traditionnelles comme un biscuit au miel de tilleul, un biscuit au chocolat. Voilà pour ce qui est des sablés. Ensuite, là, nous lançons cette année nos miels. Donc, on les retrouve ici dans mon petit panier. Miel d'acacia, un miel de forêt. Et on a aussi un miel de tilleul et un miel de fleurs. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire qu'on vient d'installer une miellerie dans notre ferme, en plus de la biscuiterie. Et sur cette même démarche de faire redécouvrir l'Île-de-France, eh bien, avec notre miel, on répond à ce sujet. Voilà. Alors, la petite anecdote qui est assez drôle, c'est que les deux ont fait des écoles de commerce et maintenant ils font des biscuits. Comment ça s'est passé ? Alors ça, faut pas le dire parce que l'école de commerce, non, c'était l'école de commerce, c'était comment on peut avoir les moyens d'aller au bout de nos ambitions. Moi, j'ai toujours eu envie de parler de ma région, d'avoir un lien avec l'agriculture et puis aussi la gourmandise. Eh bien, l'école de commerce, c'est ce que ça m'a apporté, les moyens pour monter ce projet à bien. C'est tout. Voilà. Alors, il y a plein de variétés, vous nous avez dit avant les différentes variétés. Comment vous choisissez, comment vous faites un bon biscuit qui vous plaît avec tout ce que vous avez, cette richesse en Île-de-France ? Alors, ça commence par les producteurs. Tout simplement, on va frapper à la porte de producteurs. Alors maintenant, on les connaît assez bien, mais au début, c'était vraiment ça, du porte-à-porte. On échange avec le producteur, on s'intéresse à son histoire et aussi évidemment aux produits. Une fois qu'on a fait le tour des différents producteurs de la région, on fait une petite mixture. Un pétrissage, une bonne cuisson et puis ça donne des sablés. Là, c'est là où intervient les copains, la famille et puis on fait goûter. Alors il y a eu des trucs absolument catastrophiques au début. Ma femme en garde un mauvais souvenir pour certains. Et puis pour d'autres, ça a donné les recettes d'aujourd'hui. Donc voilà, on a sondé la famille, les proches et les moins proches même qui sont souvent un peu plus objectifs. Alors une dernière petite question, là vous avez énormément de bouche pour que tout le monde puisse goûter. Quand vous leur dites que ça vient d'Île-de-France, quelle est la réaction ? Soit surpris, c'est-à-dire comment ça, il y a de très bonnes choses en Île-de-France, bien oui, goûtez et puis on vous explique. Soit certains le savent que l'Île-de-France c'est 75% de terres agricoles et de forêts, donc une agriculture qui est déjà très riche. Voilà, donc c'est vraiment deux publics. Quoi qu'il en soit, l'issue est toujours la même, ils sont conquis par le produit. Voilà. Bon, c'est super. Et où on peut vous trouver si Frédéric, Jacques ou quelqu'un d'autre veut venir, c'est où ? Alors si la France entière veut nous retrouver sur le salon, c'est Hall 7.1, le stand de H10.
Voilà. Bon, ils vous attendent. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci Julien. Merci à vous. À demain. À demain mon cher Julien, des bisous et hâte Merci. de vous retrouver pour découvrir de nouveaux producteurs. À très vite. Demain aussi, on se fait plaisir. À demain. J'ai bien compris, Jacques. les 2 gourmands, c'est ça? Il y a 2 gourmands, oui. Ça vous ennuie si je viens faire le 3e? Je pense qu'il y a moyen, on va en parler de ça. C'est un vrai gourmand, vous, en fait. Un vrai de vrai, oui. Ah ouais, gourmet, gourmand. Gourmand, épicurien et puis ça va, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, oui. Jacques, je vous propose qu'on donne tout de suite la parole aux agriculteurs, si vous le voulez bien. Ouais, on y Ouais, va? avec Allez, plaisir. c'est parti, c'est notre prochaine chronique. Alors, comment les agriculteurs peuvent-ils communiquer sur leur métier, leur vie, leur réalité? On en parlait avec Jacques tout à l'heure. Eh bien, on va découvrir les initiatives d'un réseau d'ambassadeurs qui ne manque pas d'idées et de projets. Nous a rejoint en plateau Luc Messard. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la toute nouvelle plateforme Agri Demain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Agri Demain? Alors avant tout, je suis agriculteur Ouais. dans l'Oise, en polyculture élevage, avec des vaches laitières et puis un petit peu de tout pour les nourrir. Agri Demain, ça se veut être avant tout une plateforme de communication portée aujourd'hui par 14 organisations du monde des semences, des engrais, jusqu'aux coopératives, jusqu'au machinisme agricole. Tout ça pour montrer la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Ce que je raconterai, c'est simplement raconter la vraie histoire. Et il n'y a rien de tel que des paysans pour dire les choses et de montrer la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Et pour le coup, vous êtes concerné puisque vous êtes vous-même, vous le disiez, vous êtes quoi? Vous êtes éleveur, cultivateur, hein, c'est ça? Polyculteur, Oui, éleveur. c'est ça, polyculteur, éleveur. Paysan, c'est un mot qui plaît beaucoup aussi à Jacques. Ah oui, parce qu'il y a le mot pays dedans, paysage, c'est toute une déclinaison. Et puis les paysans, ce sont ceux qui s'occupent de notre pays, de notre paysage. Ouais. En plus de nous nourrir, ce qui est quand même pas rien. Parce Ouais. que ne l'oublions pas. Il va falloir manger et continuer à manger. Et s'il n'y a plus de paysans, on fera de la chimie, mais je ne sais pas ce qu'on fera d'autre. Hein. C'est un mot important et puis en même temps, derrière pays, c'est l'homme qui vit du pays, c'est l'homme qui structure. On est un des acteurs des territoires ruraux et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, même dans cette période de crise agricole, de montrer justement que derrière, il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre, qui ont envie. Et c'est bien ce que moi j'entends comme message aujourd'hui. Et l'agriculture aujourd'hui c'est passionnant. La réalité c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir parce que des fois on a tendance à montrer plutôt Martine à la ferme ou à la caricaturer, dire c'était Oui, c'est mieux ça. avant. Un peu cette image d'Épinal, ou alors à l'inverse, une image un petit peu négative. Vous le disiez, hein, je vous cite, hein, les agriculteurs sont des bouseux, les agriculteurs polluent. Ça, c'est vous qui l'exprimiez hein, quand on a préparé cette interview. C'est ce que vous ressentez vraiment, ce paradoxe constant? C'est des clichés qui reviennent régulièrement. C'est comme, par exemple, quand j'étais parent d'élève, une fois en 4e, en orientation, j'entendais celui-là, c'est le dernier de la classe, on va peut-être l'orienter vers l'agriculture. Aujourd'hui, c'est tout sauf ça. Aujourd'hui, il faut être plutôt premier de la classe, puisque aujourd'hui, les métiers de l'agriculture, avec un S au pluriel, sont attirants pour les jeunes. Quand je vois autant de jeunes aujourd'hui, et aujourd'hui, être agriculteur, c'est aussi toucher à l'informatique, toucher avec les drones pour certains, le robot pour ma salle de traite. Ouais, c'est des choses qui sont passionnantes, qui attirent les jeunes. Et j'ai mon fils qui n'était pas trop, qui aujourd'hui se pose des questions et je pense va revenir sur l'exploitation. Et c'est souvent le cas, Frédéric, c'est souvent Ouais. le cas. Et moi, dans un monde que je connais mieux que le vôtre, la viticulture, les jeunes, et souvent les femmes d'ailleurs, souvent les filles, reprennent l'exploitation au lieu de partir travailler dans une banque à Paris ou ailleurs. Il y a un vrai retour, et hein. ça, je trouve que c'est vraiment... Puis en plus, ils arrivent avec des idées un peu plus modernes, ce qui manquait quand même, avec l'Internet, par exemple, Exactement. avec la notion des réseaux sociaux. Ouais, du marketing, et ça ne leur fait pas peur, le marketing, une tout ça. communication différente, Et, ouais. et du coup, il y a un vrai avenir, là, il faut vraiment les soutenir, ces jeunes, vraiment. Alors c'est ce que fait Luc Messard et Agri Demain d'ailleurs. Et concrètement, comment vous agissez? Alors, à Agri Demain, on est déjà parti d'une étude qui a été faite auprès des consommateurs, auprès des citoyens, sur l'image qu'avaient les agriculteurs. Et puis, on l'a croisé avec ce que les agriculteurs pensaient de l'image que pouvait avoir le retour. Et c'était très intéressant, c'est que les agriculteurs sont toujours un peu en train de se dire ça, on fait pas bien. Et finalement, il y a une image sympathique et forte. Aujourd'hui, 85% des agriculteurs font confiance aux agriculteurs et ça, c'est important. Par contre, ils nous disent
il y a une boîte noire sur la fabrication. Il y a des choses qu'on aimerait savoir et les liens se sont un peu distendus. Le lien avec les parents, c'est maintenant devenu le lien avec les grands-parents. Ouais. Les campagnes se sont éloignées, on est parti plus à la ville. Et puis, même des fois, dans nos campagnes, je suis adjoint au maire de ma commune, faire venir l'école du village, c'est important et ça nous démontre aussi que même nos voisins ont perdu ce lien avec l'agriculture, que pour avoir du lait, il faut que la vache elle ait un veau par an, que pour dire ce champ-là, c'est ce champ de betterave. Et voilà, c'est des petites choses, mais ça permet aussi derrière, quand les gens ça permet de la lecture du paysage et de devenir peut-être un petit peu plus intelligent en même temps. Alors vous faites appel bien sûr à des ambassadeurs. Pour être bien clair, ce sont des gens qui ont déjà proposé des initiatives de communication justement vraiment intéressantes. Donc vous repérez ces gens-là, vous en faites des ambassadeurs pour le réseau Agri Demain et ces gens-là vont rayonner dans toute la France. C'est ça l'idée? Alors justement, suite à... On a fait le lancement là, au mois de février. Aujourd'hui, le but, c'est de trouver au moins 1000 ambassadeurs, mais je pense qu'on va en trouver beaucoup plus. Vous en avez combien là pour l'instant? À date d'aujourd'hui, depuis le début février, on a un peu plus de 200 ambassadeurs. Pas mal en un mois. L'idée, c'est d'avoir le maximum que chez nous, chez les agriculteurs, les gens soient... On est plutôt des faiseux que des diseux. Et que derrière ça, c'est comment oser parler, mais parler simple, parler vrai. Raconter les choses du quotidien, ça intéresse. Aujourd'hui, ça passionne les gens. Et donc, la vie avec les saisons, et c'est tous des éléments qui aujourd'hui peuvent être passés. Donc, le but, c'est de recruter des ambassadeurs. C'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux. Par le biais de petites vidéos via YouTube. D'ailleurs, c'est #AgriDemain, puisqu'on a peut-être aussi délaissé ces réseaux sociaux. On les a laissés à d'autres, à des vendeurs de peur. Qui des fois sont en train de caricaturer. Par exemple, quand on parle du bien-être animal, il y a des gens qui tout à l'heure vous faisiez allusion aux anti-viandes. Moi, c'est vrai que ça fait mal aux tripes. Aujourd'hui, il n'y a rien. J'allais dire, un éleveur qui se soucie pas du bien-être animal, c'est pas un bon éleveur, et ça, il faut le dire. Et la même chose aujourd'hui, quand on voit la qualité, la diversité, la richesse de l'agriculture française, je pense que raconter cette histoire, aller directement vers le consommateur, l'écouter aussi par rapport à ses attentes. Et je pense que c'est dire la vérité, c'est vraiment cette ambition d'Agri Demain. Et c'est derrière, c'est aussi cette fierté, retrouver cette fierté de notre monde agricole. Mais il n'y a pas un tout petit mot encore, Frédéric, si tu permets, il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire que cette démarche, vous l'avez au moment où les consommateurs sont en demande de tout ça. Et donc, vous allez vous rencontrer, et c'est évident. Et vous disiez 200 ambassadeurs, vous les aurez les 1000, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Et puis tous les jours, bien sûr, nous recevrons, nous parlerons d'un ambassadeur de ce réseau Agri Demain. Merci beaucoup, Glux Messa. Tout de suite, un petit duplex. C'est pour ça que je vous presse un petit peu, un petit duplex avec un organisme que j'aime beaucoup, c'est l'ONF. C'est parti. Alors, avec qui je vais être? Avec qui? Avec Romain. Il est où, Romain? Romain, vous m'entendez? Oui, je vous nickel. vois. Bonjour, Romain Gueff. Vous êtes agent patrimonial à l'Office national des forêts. Je suis avec Jacques Legros, qui vous entend. Bonjour. Alors, moi, je suis ravie d'abord de retrouver mes amis de l'ONF. J'encourage d'ailleurs tous les visiteurs à aller faire un tour sur ce stand. Je ne sais pas si vous y êtes passé, Jacques. Non, pas encore. C'est la forêt, c'est le poumon de verdure du Salon de l'Agriculture. Et avec vous, Romain, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question essentielle, c'est celle de la circulation des véhicules et des véhicules à moteur en forêt. Tout à fait. Vous avez bien sûr édité une charte dont on va parler tout au long de cette semaine qui précise les bons comportements du promeneur que nous sommes, vous et moi, Jacques. Alors moi, je ne savais même pas qu'on pouvait circuler en forêt avec des véhicules à moteur. C'est permis, ça ? Alors, les véhicules à moteur peuvent circuler sur des chemins qui sont ouverts à la circulation, donc des chemins qui sont du domaine public. Par contre, dès qu'il y a une barrière ou un panneau qui stipule l'interdiction, bien sûr, ces chemins sont interdits à tout véhicule. Bien évidemment, c'est du bon sens, on est d'accord. Tout à fait. Sauf que parfois, le bon sens est un petit peu bousculé, c'est ça que vous voulez nous dire ? Oui, des fois, on retrouve certains véhicules à moteur qui passent dans des peuplements forestiers
et qui peuvent causer pas mal de nuisances, notamment sur la faune et la flore, des risques d'érosion, perturber aussi d'autres usagers tels que des promeneurs ou des cavaliers. Oui, on a connu ça, hein, Jacques, le motocross là, qui fait un bruit du tonnerre quand on ramasse nos champignons. Oui, la moto, le quad, le 4x4. Moi, j'ai rien contre tous ces engins-là. Faire du quad dans le désert, c'est un truc génial. Mais encore faut-il respecter les autres et puis respecter la nature aussi. On laisse des empreintes. Et aujourd'hui, on est en train de le comprendre. Il n'est jamais trop tard, mais il faudrait quand même qu'on comprenne. Tout ça, ça passe par l'éducation. Hein. Il faut l'information, l'éducation. On en reviendra de toute façon toujours à ces deux mots-là. Ouais. Et l'ONF est là pour ça, pour nous apprendre les bonnes conduites, bien évidemment. Vous parliez de nuisances sur la faune, la flore. Donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne bien ce qui se passe quand on vient rouler avec nos motos, notre quad. Tout d'abord, les engins type motoquad sont des engins qui sont très maniables, qui peuvent aller, on va dire, au plus proche du gibier dans la forêt, et ça peut perturber, par exemple, des lieux de reproduction tels que le chevreuil. Et ça peut être aussi, par exemple, pour la flore, des endroits tels que des orchidées, des espaces qui sont protégés, qui, avec le piétinement, peuvent disparaître. Est-ce que les chasseurs ont le droit d'aller en forêt avec leur véhicule ? Alors les chasseurs ont une convention qui est signée entre l'ONF, le propriétaire. Ils ont une convention qui leur permet, dans les actions de chasse, d'aller chercher le gibier, par exemple, une fois qu'il est tué, ou de se rendre à la cabane de chasse quand elle se situe au sein d'un massif forestier. Alors, bien sûr, il y a des véhicules qui sont autorisés à circuler dans la forêt, ne serait-ce que pour travailler. Exactement, tout ce qui est véhicule du service forestier, les exploitants qui s'occupent de faire les coupes en forêt ou de faire les travaux. Les véhicules de secours, bien sûr, si par exemple quelqu'un se blesse, il faut forcément que les véhicules de secours puissent y accéder. Donc voilà, on a quand même certaines possibilités d'avoir des véhicules en forêt. C'est pas fermé à vraiment tout le monde, quoi. Mais par contre, il faut que ça soit bien encadré avec une convention. Moi, je me demandais, Jacques, ce qu'on risque quand on transgresse ce type de règles. Qu'est-ce qu'on risque, Romain ? C'est prévu, il y a des amendes. Hein. Exactement, et on peut encourir une amende de 135 €, voire un procès verbal. Et dans le cadre de tournées qui sont réalisées avec la gendarmerie, on peut avoir une suspension de permis et la confiscation du véhicule. Ça je ne savais pas. Ouais, vous ne saviez pas. Je savais pas. Parce que vous, Jacques, la forêt, vous la pratiquez à pied ? Moi, je la pratique à pied, parfois à VTT, mais plutôt à pied. Moi, j'aime bien marcher, de toute façon, même dans Paris. Donc, je marche. Donc, voilà. Mais je voudrais vraiment vous féliciter, monsieur, et l'ONF avec vous, pour le travail que vous faites au quotidien et dont on parle trop peu. Et les médias devraient en parler plus, je le note. Moi, alors, il faut que vous alliez sur le stand, vous allez voir. Moi, je les aime beaucoup, ils sont merveilleux. Vous avez raison de souligner le travail exceptionnel que tous ces gens font au quotidien. Une dernière petite question, Romain. Comment je sais si je peux ou pas emprunter un chemin de forêt avec mon véhicule ? Déjà, on peut se renseigner directement auprès de notre commune. La commune peut déjà se renseigner, on va dire, c'est noté sur le cadastre. Et après, dans le cadre des forêts domaniales, on peut interroger directement l'ONF pour savoir si oui ou non on peut circuler sur tel ou tel chemin. Mais voilà, dès que de toute façon il y a une barrière ou un panneau qui précise l'interdiction, il va de soi qu'on ne peut pas rentrer avec un véhicule à moteur sur ce chemin. Et aucun véhicule ne peut rentrer d'ailleurs dans tout peuplement forestier, c'est-à-dire vraiment en pleine forêt, quoi. Ben voilà, nous voilà prévenus, Jacques. Hein. Je vais te dire, dans le doute, tu t'abstiens. Exactement. Voilà, c'est la bonne règle. Et en tout cas, si vous voulez retrouver la charte de l'ONF, vous pouvez aller sur le stand. Elle s'appelle « J'aime la forêt, ensemble, protégeons-la ». Un grand merci, Romain Gueff. À très bientôt. Merci, de toute façon, on va vous suivre tous les jours. On va tout de suite passer à la météo. Hein. Vous disiez cette météo sur mesure. Ici au salon, c'est la météo du temps qu'il va faire. Vous voulez demain. Que je fasse la météo sur le fond vert là? Non, je ne vais pas vous demander de faire cet exercice. On a une charmante jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Lesage, qui est pas très loin. Où êtes-vous, ma belle? On va envoyer le jingle d'abord. Allez, c'est parti. La météo vous est présentée par Pleinchamp.com. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fred. Comment ça va, ma belle? Ça va, un peu stressée cette année. Pourquoi?
parce que c'est mon premier direct. Et je suis comme vous, et je suis avec Jacques Legros qui est le prince du direct. Alors je vous dis pas la pression que j'ai, mais ça va bien se passer, hein, Jacques. On l'encourage. Évidemment que ça va bien se passer. Le premier, ça se passe toujours bien. C'est le deuxième. Il faut faire attention. Ouais, il a raison. Alors dites-nous, vous allez nous parler de la météo, mais je vois que vous n'êtes pas toute seule. Racontez-nous. Alors là, je suis avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Qui est l'heureux propriétaire de Cerise. Cerise qui est l'égérie de cette édition 2016 du Salon de l'Agriculture. Alors Joël, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre exploitation? Alors, mon exploitation, elle est orientée élevage avec de la race basadaise, donc Cerise fait partie. Et j'ai 160 hectares avec mon épouse, je suis installé avec mon épouse. Alors, nous faisons des vaches de race basadaise et du maïs semence. Voilà, ce sont les deux productions de l'exploitation. Et quelles sont les caractéristiques des basadaises? Alors la basadaise est une race à viande, race allaitante. C'est une race du sud-ouest, originaire du sud-ouest, et c'est une race à petit effectif. Il y a 4000 vaches en France. Et Cerise à 8 ans, est-ce que pour vous c'est classique comme âge sur une vache? 8 ans, c'est très classique pour une vache. C'est une vache qui vit très très bien parce qu'on les fait reproduire jusqu'à l'âge de 12 ans et ensuite elles partent en engraissement et on se revalorise très très bien même quand elles sont âgées. Et donc du coup, Cerise a été élue égérie de cette 53e édition du Salon de l'Agriculture. Sur quels critères? Chaque année, au Salon de l'Agriculture, il y a une race à l'honneur. Et ce qui permet de faire connaître toutes les races en France. Chaque année, de découvrir une race. Et nous avions fait, la race basadaise avait fait la demande de pouvoir participer donc, une année à un salon. Ça a été cette année, donc le Comexposium a choisi la race basadaise. Et nous avons fait une sélection et que les éleveurs ont choisi Cerise. Alors j'imagine que vous êtes très fiers. J'ai vu aussi que ce matin, vous avez vu le président de la République qui a échangé avec vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je lui ai parlé de l'importance d'avoir un revenu, les difficultés aujourd'hui, parce que même si je revalorise bien mes animaux, j'ai des difficultés financières comme beaucoup de gens malheureusement. Et l'importance d'avoir un revenu car si la race basadaise est reconnue pour ses qualités de viande, il faut bien en vivre. Et pour qu'on puisse en vivre, il faut qu'on revoie un revenu. Et s'il y a une économie, c'est cette race basadaise qui existera. Et si malheureusement il n'y a plus d'économie, si on ne peut plus vivre notre métier, les éleveurs disparaîtront, mais avec les éleveurs aussi, toutes les races qui existent. D'accord, alors j'ai une question piège maintenant pour vous. Est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain? Alors là non, je suis à 800 km de la maison, je ne sais pas. Alors demain en Aquitaine, puisque c'est la région dont vous êtes originaire, nous retrouverons un temps plus sec, bien qu'il pourra persister quelques précipitations. Sur les hauteurs, 4 à 8 cm de neige sont attendues et les températures maximum oscilleront entre 8 et 10 degrés. En France maintenant, le temps sera globalement pluvieux au sud et nuageux au nord et les températures seront légèrement en baisse. À demain pour de nouvelles rencontres dans la météo des régions. Bravo! C'était la météo avec Planchamp.com. Merci. Ça va mieux maintenant, Anne-Sophie. Merci, ma belle. Ça s'est très bien passé. On est d'accord, on lui met 10, comme moins, avec Jacques Martin. J'irais même jusqu'à 11, moi. Wow. Sur 10. Hein. Bravo. Je lui transmettrai. Je ne sais pas si elle nous entend, mais en tout cas, je pense que ça lui fera chaud au cœur. On va passer tout de suite à notre jeu concours, mon cher Jacques, si vous le voulez bien. Voilà. Si vous êtes des fidèles de notre chaîne ou des assidus des réseaux sociaux, vous avez certainement remarqué qu'à l'occasion du Salon international de l'agriculture, Campagne TV lance son jeu concours en partenariat avec le magazine Télécable Sat Hebdo. Chaque jour à gagner 2 abonnements de 6 mois au magazine, donc Télécable Sat Hebdo. 2 façons de jouer, une façon plus numérique, digitale, connectée, en allant sur notre site internet www.campagnetv.com ou sur notre page Facebook. Il suffit de répondre à 3 questions, je crois. Et puis la seconde solution, c'est de venir assister au MAG en direct tous les jours à partir de 17h40, de tenter votre chance et peut-être que vous serez tiré au sort pour gagner cet abonnement. On va tout de suite vous révéler le nom du gagnant internet. Il s'agit de Christophe Névé du 59, donc dans le Nord. Et maintenant, mon cher Jacques... Je sens qu'il va falloir que je travaille un peu. Là. La fameuse main innocente, vous savez, en télé, on a des petites... Je pose le micro. Posez le micro et je vais vous tendre le mien pour savoir qui a gagné dans notre public. On secoue. Il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien, avec honnêteté et sincérité. On y va, on met sa mimine dans le pot à bocal.
confiture. Alors, la gagnante, puisque c'est une Laetitia Nambro, je crois. Nambro, Laetitia voilà, Nambro. c'est Laetitia Nambro que je vois là-bas. Bien, félicitations. Vous pouvez vous lever C'est vous. si vous voulez. Allez, Bravo, bravo, bravo. Bravo Laetitia, vous gagnez un abonnement de 6 mois au magazine Télécable Sat Hebdo. Et puis bravo également à Christophe Névé qui a joué et gagné sur Internet. Eh bien, c'est la fin de ce premier mag. Déjà, vous n'êtes pas ennuyé? Ah, mais pas du tout, mais je croyais que ça commençait, moi. Oh, vous êtes chouette. C'était un vrai plaisir. On devrait faire un truc à deux un jour. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, Avec une grand émission plaisir. tous les deux. Avec grand plaisir. Bah voilà, le message Sur Avenue est- des Vins, par exemple. Sur la route des vins. Alors, vous faites le vin Sur l'avenue. sur l'avenue des Vins et sur la route. Moi, ça y est, je suis partie. Moi, je suis en Alsace. Mais bien sûr, sur l'avenue des Vins, le site marchand, puis sur Terre et Vigne aussi, votre web TV. Je rappelle votre livre, Le vin vu par Jacques Legros, aux éditions Hugo. J'étais ravie de vous accueillir. On a passé un très, très bon moment. Et puis, j'ai découvert un homme, un homme simple, sincère, qui aime parler de notre terre telle qu'on l'aime. Et qui aime les gens de la terre. Ça se sent. C'était un vrai plaisir. On vous retrouve très bientôt sur Campagne TV. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, avec Terre de France. Et puis on ira faire un... Et puis lundi pour le 13h. Ah oui, ça y est, c'est bon. On sera ravis de vous voir. Merci beaucoup Jacques Legros. Merci à À vous. très très bientôt. Puis nous on se retrouve demain en direct du Salon international de l'agriculture. 17h40, 18h45 avec plein de surprises, de nouveautés, d'actualités du salon et un invité surprise, bien évidemment. Je vous embrasse. Merci de nous avoir suivis pour cette première. À demain, portez-vous bien. Ciao.